info. Tout de suite, l'enfer de l'hiver pour les Ukrainiens. Ils pensaient avoir passé le pire après un premier hiver douloureux l'an passé. Mais voilà que ce deuxième hiver est encore plus rude. Entre conditions météorologiques dantesques, frappes russes incessantes, notamment sur les grandes villes à l'arrière, chute également de l'aide occidentale. Les Ukrainiens souffrent particulièrement alors que le front est désormais gelé. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Michel Scott, Paul Bouffard et Guillaume Vuitton. Ils se sont rendus pour TF1 LCI sur le front sud, dans l'une des zones les plus dangereuses autour de Robotyne. Regardez. Il faut faire vite. Les tirs de barrage russes tapissent tout le secteur. La cible ici est à 500 mètres. Un village qui essuie 40 explosions d'affilée. Des bombes à sous-munitions, nous dit-on. Cachés dans un maigre rideau d'arbres, les servants d'une pièce de mortier tentent de résister, mais les munitions sont comptées. Ils vont tirer 2 fois. Des obus de 120 mm, assez pour détruire une position d'artillerie adverse, à condition de bien viser. La ligne russe, elle part de là et elle nous contourne à 2 km. Nous sommes dans la zone de Robotyne, sur ce front sud que les Ukrainiens ont essayé de percer depuis cet été, en vain. Et c'est dans ce genre de tranchées que ces soldats ukrainiens vont passer encore un autre hiver. Elle ressemble exactement à celle d'en face, celle des Russes. Les conditions sont effectivement très difficiles pour se mouvoir et pour attaquer comme pour défendre. La meilleure arme pour harceler l'ennemi, finalement, ce sont ces drones dont chaque unité dispose, pilotés depuis des abris minuscules creusés au détour de la tranchée. Il s'agit de repérer les positions de la partie d'en face, et tout ça, eh bien, ça se passe dans ce trou, littéralement. Vous voyez ? Voilà leur ligne. Et vous allez voir, notre tir de mortier. Le voici. C'est cette zone que nous visons. C'est en direct ? Oui, c'est en direct. Сейчас. La frappe manque de peu le réseau de galeries adverses, bien visible sur ces images. Les soldats ennemis se terrent pour ne pas s'exposer. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce sont les Russes qui désormais attaquent sans relâche, avec des troupes beaucoup plus nombreuses. Comme nous le confirme Valentin, lui aussi prêt à subir la rigueur des combats dans cette glaise qui colle aux bottes. Bienvenue dans mon 5 étoiles. Vous êtes à nouveau en position défensive en fait. C'est sûr. Ils ont pris l'initiative et ils poussent. Mais si on permet aux Russes d'avancer, alors la guerre ne finira jamais. Et du fond de cette boue, chacun a l'espoir que le soutien occidental ne s'effondrera pas, car alors il sera bien difficile de tenir. Et on parle en plateau avec nos experts et spécialistes. Bonjour à tous les quatre. Aglaé Achechova, vous êtes spécialiste de la Russie, chargé du domaine russe à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Aline Baïk-Reimer, vous êtes cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Vincent Hugeux, grand reporter, essayiste. Ulrich Bouna, analyste géopolitique, Europe centrale et Est, chercheur associé chez Open Diplomacy, auteur de La guerre hybride que l'on voit ici en Ukraine. Quelle perspective aux éditions du Cygne. Merci à tous les quatre de m'accompagner pour cette émission. Aline Baïk-Reimer, vous allez très régulièrement en Ukraine, quasiment tous les mois. La dernière fois là, que vous y êtes allée, c'était en octobre. Bon, c'est quand même, vous y allez souvent, vous connaissez parfaitement le pays. Est-ce qu'il vous étonne ce reportage de Michel Scott sur le constat, c'est-à-dire la pénurie de soldats, la pénurie de munitions, et puis aussi ce que disent soldats à la fin? On sent une inquiétude tout de même d'un abandon, peut-être. On voit que c'est compliqué en ce moment pour les négociations des nouveaux packages d'aide, notamment militaires et financières. Vous l'avez ressenti, cette inquiétude, il y a 2 mois? Ça fait un petit moment que les Ukrainiens sont inquiets et qu'ils manquent de munitions et qu'ils réclament de l'armement. Donc ça, c'est pas exactement une nouveauté. On sait que les conditions dans les tranchées, elles sont terribles. On le sait que c'est dur. On le sait qu'il y a beaucoup de souffrance. On sait que c'est quand même assez surhumain que de résister depuis des mois, notamment à l'hiver approchant dans ces conditions-là. On le savait, donc c'est là maintenant. Donc oui, il y a inquiet. Oui. Par contre, sur la question
question on entend beaucoup qu'ils sont démoralisés, qu'ils veulent négocier, qu'ils veulent se rendre. Ça, c'est pas vrai. Ça, on en parlera juste après, justement. Donc on y reviendra. Ça, c'est pas le sujet. Que ce soit dur, qu'il y ait de l'inquiétude et peut-être même à certains endroits, j'ai envie de dire, un petit peu de colère, et pas qu'en Ukraine, sur la question de l'armement qui n'arrive pas comme il aurait dû, des munitions qui manquent, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais on n'est pas. On peut pas nier quand même qu'il y a moins d'Ukrainiens qui ont envie d'aller au front. 2 ans après le début du conflit, j'ai vu une différence tout de même entre février 2022 et ces derniers mois. Non, c'est ça ne veut pas dire qu'ils veulent se rendre. Selon les dernières enquêtes sur la question de négocier du territoire, c'est-à-dire des négociations territoriales, à 80%, les Ukrainiens ne le veulent pas. Les Ukrainiens ne veulent pas se rendre. Après, on n'est pas dans une question de mobilisation générale, Aline, donc les gens ne sont pas obligés. Il y a aussi l'évolution. Il y a 7 mois, on était à 10%, aujourd'hui on est à 19%. On parle de la même enquête, je pense. Il faut aussi retourner le chiffre. Il y a 2 fois plus de personnes aujourd'hui qui seraient prêtes à faire des concessions territoriales. La guerre, ce ne sont pas que des chiffres. Ce qui se passe en ce moment aussi, et ce qui au bout des mois, c'est encore plus de morts, donc encore plus de familles endeuillées, donc encore plus de souffrance et encore plus de terreur. À l'approche de l'hiver, dont on sait, il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'on se demande est-ce que la Russie ne va pas essayer d'ailleurs, elle essaye déjà, ça a déjà commencé de submerger les défenses antiaériennes et de faire le plus de dégâts possible, notamment sur les questions du chauffage, de l'eau, de l'électricité. Donc c'est ça qui se joue. Donc ça se joue. Et c'est d'autant plus compliqué que la défense antiaérienne ukrainienne est bien moins bonne que l'année dernière. Alors, elle est meilleure que l'année dernière, en réalité. Mais ça touche davantage, pourtant, dans les faits. La question qui se pose, si je puis me permettre, la question exacte qui se pose sur la question de cet hiver, c'est comment, même si l'Ukraine part en meilleure position en matière de défense antiaérienne, comment la Russie va essayer de submerger cette défense et avec l'inquiétude de ce qui arrive ou de ce qui n'arrive pas et de ce qui a été promis, de ce qui n'est pas promis et qui arrive. Ulrich Bonnat, est-ce que ce deuxième hiver risque d'être encore plus compliqué que le précédent? Quels sont les risques pour l'armée ukrainienne? Comment est-ce qu'elle doit l'aborder? Est-ce qu'elle peut aussi en ressortir plus affaiblie que la Russie? Ça va être effectivement... disons que ce qui va être compliqué, c'est cette transition en fait, entre l'été où effectivement les Ukrainiens avaient l'initiative, ils avaient aussi reçu énormément d'équipements juste avant leur grande offensive, qui leur permettait d'être grosso modo à parité en fait en termes de tir, en termes de capacité de tir, notamment en termes d'artillerie. Il y avait une sorte de parité. Ce qu'on constate depuis environ 1 ou 2 mois, c'est que les Russes effectivement ont repris l'initiative, on le voit dans votre reportage, et surtout en fait ils ont repris un petit peu l'avantage numérique qu'ils avaient en termes de capacité de bombardement, comme ils pouvaient l'avoir à Bakhmout, c'est-à-dire en gros un rapport de 4 à 5 tirs russes pour 1 tir ukrainien. Et donc ça concerne effectivement les manques de fourniture de matériel occidental, mais ça concerne aussi en fait la capacité ukrainienne à se fournir via les occidentaux notamment dans des anciens pays du bloc de l'Est. Là par exemple dans votre reportage on voit un mortier de 120 mm donc qui est un calibre en fait post-soviétique, et donc effectivement on voit que même sur cette capacité finalement des Ukrainiens à produire un peu eux-mêmes ou à s'approvisionner en Bulgarie ou ailleurs, ça devient compliqué. Donc oui, les Ukrainiens sont dans un temps un peu difficile sur la ligne de front. C'est pas pour ça non plus que les Russes, alors certes, ont repris l'initiative, mais ça progresse pas non plus. On le comprend bien dans ce reportage. Il faut bien comprendre que, surtout dans des zones hivernales un peu plates, c'est gelé. C'est gelé. Dès que vous sortez du couvert, vous êtes identifié dans la minute qui suit par des drones qui survolent constamment la ligne de front, et donc potentiellement vous pouvez prendre un tir d'artillerie dans les 2 à 3 minutes qui suivent. Donc c'est extrêmement compliqué pour l'un comme pour l'autre de percer en fait ou de surprendre l'adversaire.